Bonjour. Bonjour à tous. Salut Maxime, salut Samy. Salut. Hello. Bon, on est là pour 1 heure de talk avec un invité de marque aujourd'hui qui est Samy, que je laisserai se présenter tout seul. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'objectif de ce talk, c'est vraiment avoir son retour d'expérience. Samy a plus de 13 ans d'expérience dans la data, avec beaucoup de missions auprès de grands groupes français. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un retour d'expérience sur les enjeux des projets, sur les compétences, sur les profils, sur un peu ce qui se passe. On va prendre 40 minutes, pour présenter quelques sujets et pour parler avec Samy, pour avoir son retour d'expérience. Ensuite, on va consacrer 20 minutes pour la session questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet questions, non pas sur l'onglet chat. Salut à tous et salut Jean-Miguel. Donc, posez vos questions sur l'onglet questions et on y répondra à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Salut Félicien. Rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je ne sais pas si on en veut, rapidement, je suis donc Tayeb, je suis CEO et cofondateur de Blend. Blend, nous, on propose des formations en data science et en data engineering. Nos formations sont toujours basées sur les use cases d'entreprise et notre objectif, c'est de transmettre aux participants les besoins qui sont aujourd'hui demandés à l'entreprise. Donc, c'est des parcours qui sont adaptés à des personnes qui sont déjà en poste. Donc, c'est un format 100%, c'est un bootcamp 100% en ligne et où il y a un mix entre du e-learning et du mentorat avec des experts. Personnellement, pareil, j'ai une dizaine d'années d'expérience dans la data et je suis mathématicien de formation. Et Maxime, à toi la parole. Merci Tayeb. Alors moi du coup, j'ai rencontré Tayeb il y a 2 ans, puisque moi je suis plutôt de parcours actuaire. Donc j'ai travaillé en tant que data scientist en grande entreprise. Et donc après, donc il y a un peu plus de 2 ans, j'ai cofondé la startup Blend avec Tayeb. Et notamment, on a accompagné au début pas mal d'entrepreneurs, de porteurs de projets sur les problématiques data. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment vu la grosse différence quand il faut mettre en place des projets data science dans les grandes entreprises par rapport aux startups de plus petite taille ou pour les entrepreneurs, les porteurs de projets. C'est là vraiment où à l'époque, je ne me rendais pas du tout compte en fait que les process qui étaient mis dans les grandes entreprises, même s'ils étaient des fois un peu lents, un peu avec beaucoup d'inertie, ils sont quand même nécessaires, ils sont importants et que en fait on retrouve certains schémas, même s'il y a des spécificités avec les grands groupes, on retrouve ces schémas un petit peu dans la plupart des projets data science. Donc du coup, c'est vrai que moi ce que j'ai bien aimé, c'est voir un petit peu cette différence et quels sont vraiment les cas très spécifiques aux grandes entreprises. Super. Merci Maxime. Assez parlé de nous. Maintenant, on va laisser notre invité se présenter et let's go. Merci beaucoup, merci Tayeb, merci Maxime. Et merci à Blend pour l'invitation. Blend que je suis depuis leur début de manière très, très rapprochée. J'ai eu la chance même d'être, on va dire peut-être bêta-testeur dans les premières formations. Donc, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui parmi vous et avec tous les participants pour partager un petit peu mon expérience, effectivement, de plus de 13 ans dans la data et l'IA, avec un certain nombre d'interventions effectivement dans de grands groupes et au sein de différentes industries. J'avais initialement un gros prisme dans les secteurs financiers, mais à présent, j'interviens aussi dans des comptes dans l'énergie, dans le transport, dans les médias, les télécoms. Donc là-dessus, je pense avoir une bonne vision aujourd'hui de ce qui se fait, de la réalité de la data science en entreprise. Et donc, je vous propose pendant cette heure d'échanger sur l'état des lieux de la réalité de cette data science, de voir ensemble les enjeux et puis d'un point de vue aussi compétence, ça sera intéressant de voir finalement ce qui est de plus en plus demandé pour des data scientists, mais pas que, pour intervenir sur ces sujets. Donc, pour commencer, je souhaiterais refaire un point
je vais vous partager un document, faire un point sur aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus en entreprise en termes de cas d'usage. Alors, ce panorama, il est issu notamment de mes expériences avec, parce que je vais peut-être un peu dire quelques mots sur ce que je fais au quotidien. Donc, mes expériences au sein du cabinet de conseil OnePoint, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale des entreprises et des États. Pour ma part, je suis leader au sein d'une équipe spécialisée en data et en IA. Et en particulier, j'interviens sur des sujets depuis la conception jusqu'à la réalisation, la mise en œuvre des solutions data et IA. Et donc, c'est dans ce cadre que j'ai pu développer un certain nombre d'expertises et d'expériences sur ce qui se faisait dans ces différents comptes. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de noter, c'est que on peut peut-être parfois avoir un petit décalage entre le discours marketing qu'on peut lire sur des cas d'usage d'intelligence artificielle qui sont peut-être très orientés justement IA. On a beaucoup entendu parler des chatbots, on entend de plus en plus parler aussi de choses autour du traitement du langage. Mais il faut savoir que depuis maintenant un certain nombre d'années, depuis 2015, je dirais, il y a beaucoup d'initiatives en data science qui ont été réalisées auprès de ces entreprises avec des métiers qui étaient beaucoup plus demandeurs que d'autres parfois sur ces sujets. Et donc, c'est ce qu'on va détailler ensemble à présent. Peut-être que le premier métier aujourd'hui, l'un des premiers métiers qui est le plus demandeur de data science en entreprise, c'est les fonctions autour du marketing du commercial, puisque comme on le sait tous, on a aujourd'hui ces entreprises qui disposent de nombreuses, une quantité assez énorme de données sur leurs clients qui vont pouvoir croiser avec des données de leurs produits, parfois des données externes. Tout ça va leur permettre d'avoir une meilleure connaissance de leurs clients et de développer un certain nombre de cas d'usage orientés souvent autour du prédictif pour être en mesure de proposer les bons produits au bon moment, au bon client et sur le bon canal. Donc, très concrètement, ça va donner lieu à des développements de sujets autour de la segmentation client, autour de la prédiction d'appétence pour un produit, la détection aussi de churn, savoir est-ce qu'un client risque de partir ou pas, et aussi des prévisions peut-être sur le succès d'un produit. Bien, pour rebondir rapidement sur ce que dit Samy sur le marketing commercial, moi j'ai commencé à faire du machine learning on va dire, en 2013 et j'ai toujours été impressionné par le gap qu'il y avait justement entre les entreprises qui faisaient du marketing, que ce soit des commerçants ou les entreprises qui sont axées, on va dire, ML sur le marketing et d'autres secteurs, vraiment, ou d'autres comme à l'époque, tu vois, l'assurance, la banque, où il y avait vraiment un vrai décalage. Ce que je veux dire par là, c'est les premiers qui ont commencé vraiment à se mettre à la data science, au machine learning, c'était vraiment des personnes qui ont misé sur le marketing commercial là-dessus. Et on voit même aujourd'hui dans le e-commerce, c'est vraiment quelque chose qui est très répandu, ils sont toujours assez en avance là-dessus. Et effectivement, sur l'e-commerce, moi, je me suis beaucoup intéressé au sujet des moteurs de recommandation. Et là-dessus, les chiffres de croissance grâce à la recommandation de produits sont assez énormes. Je pense qu'on parle vraiment de croissance à 2 chiffres lorsqu'on met en place ce type de mécanisme. Et ça ne concerne pas uniquement l'e-commerce ou des plateformes comme on connaît tous l'exemple de Netflix. Il y a aussi les institutions financières, comme des banques, vont mettre de plus en plus en place ces mécanismes pour proposer toujours, comme je disais, donc le bon produit au bon client en réutilisant ces mécanismes de recommandation. Pour rester dans le monde de la finance, on a aussi énormément de choses qui ont été faites autour du risque au sens large et notamment autour de la détection de fraude. Là-dessus, avec différentes approches en fonction
je dirais des données disponibles en fonction qu'on ait des données labellisées ou pas, des approches supervisées ou pas. En tout cas, on arrive aujourd'hui à être en mesure de détecter des comportements anormaux, des comportements frauduleux de manière de plus en plus efficace grâce à la data science. On a aussi les fonctions finance plutôt autour du contrôle de gestion qui vont utiliser la data science dans la prévision, dans l'estimation de revenus futurs. Au niveau des ressources humaines, là aussi, on a une fonction intéressante dans les entreprises puisque on va être dans l'utilisation de la data science pour améliorer leur mécanisme de recrutement. Là, on va plus être sur des algorithmes de matching, c'est-à-dire la capacité à pouvoir matcher un CV avec une offre. Là-dessus, ça va permettre aussi d'utiliser un certain nombre à la fois de données et de mécanismes, puisque parfois, en plus du matching en tant que tel, il y a au préalable des traitements autour des CV pour être capable de faire de la reconnaissance d'image, de la reconnaissance de caractère, du traitement du langage. Donc, on a des usages qui peuvent être assez riches au sein des ressources humaines. Et puis, en tant que fonction interne aussi, sur améliorer les mobilités internes ou détecter aussi les risques de démission. C'est des choses qui emploient aujourd'hui de plus en plus la data science. Sur la production industrielle, et peut-être je peux un petit peu le mêler à la logistique parce qu'on peut avoir des cas d'usage assez similaires. On va avoir beaucoup de choses autour de l'optimisation des process. Pour la logistique, on va parler d'optimisation des stocks avec des notions importantes sur la prévision des stocks futurs. Ça rejoint aussi parfois des sujets de marketing sur le succès estimé d'un produit. Dans la production industrielle, on a énormément de sujets autour de la maintenance prédictive. Donc là aussi, il peut y avoir des gains relativement importants, des ROI très importants par rapport à la capacité de prévenir à l'avance une défaillance sur un produit, une machine. Et donc, de plus en plus, là aussi, d'opportunités en data science. Enfin, dernier domaine qui fait en plus aujourd'hui l'actualité, le domaine de la santé, avec, en plus de toutes les prévisions dont on peut parler en ce moment, d'énormes avancées autour de l'imagerie médicale. Là-dessus, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé récemment au sein de OnePoint avec l'Institut Curie, par exemple, pour travailler sur des techniques de plus en plus avancées pour être capable de détecter sur des radios, par exemple, certaines pathologies. Donc, en synthèse, ce qui est intéressant de voir par rapport à l'usage de la data science dans les entreprises, c'est qu'on va avoir, je dirais, 3 ou 4 grands axes qui vont être l'amélioration de la relation client, avec énormément de choses autour justement de cette connaissance client. On va avoir des axes autour de l'efficacité opérationnelle. C'est tout ce qui va être automatisation. Comment je peux faire mieux, comment je peux faire plus vite. Et on va avoir un axe autour de la gestion du risque. Donc, on a parlé de la fraude, mais c'est globalement pouvoir détecter, anticiper au maximum les risques que peuvent avoir mes processus et mon entreprise au sens large. Aujourd'hui, ces initiatives, comme je le disais, comme disait aussi Tayeb, elles ont démarré il y a à peu près maintenant, il y a entre 5 et 8 ans. Elles ont donné lieu à des démarches plutôt expérimentales de POC. Et ça s'explique naturellement puisque finalement, c'était une discipline qui évoluait, je dirais, petit à petit. On apprenait un petit peu en marchant. Les technologies qui rendaient possible la data science, elles aussi évoluaient. Néanmoins, on se rend compte que aujourd'hui, on a quand même quelques freins à la data science en entreprise. Maxime en parlait aussi en introduction. Aujourd'hui, on va avoir des freins puisque
vis-à-vis des métiers, c'est intéressant de voir là-dessus la perception. On se rend compte souvent que les métiers considèrent que les projets data science sont souvent des projets qui peuvent paraître complexes, et donc derrière ces complexités va se cacher des interrogations, des craintes sur les délais que ça peut prendre, les coûts que ça peut avoir. Et puis ensuite, j'évoquais tout à l'heure ces notions de POC, il y a souvent ces freins à la capacité de reproduire ce qu'on a fait de manière expérimentale en POC et qui a souvent convaincu des métiers, la capacité à pouvoir le reproduire en environnement de production vraiment en conditions réelles. Là-dessus, il y a plusieurs réponses qui peuvent être apportées et sur lesquelles on va échanger ensemble. Il y a des aspects organisationnels qui sont très importants et aussi des aspects méthodologiques et technologiques. Mais c'est finalement la conjugaison de ces trois axes qui va permettre de pouvoir aboutir à des projets de data science qui vont avoir une réalité très concrète en entreprise et pouvoir, quand je dis réalité concrète, derrière, ce qui va être recherché, c'est à la fois de la fiabilité, de la performance, de la robustesse et bien évidemment de la recherche de ROI. C'est intéressant que tu parles de contraintes, de craintes plutôt des métiers. Et ça reboucle un peu avec ce qu'on disait au début, c'est que pourquoi le marketing et le commercial, ça a été un des premiers, on va dire, un des premiers use cases, c'était parce que le ROI et l'impact, il est clair, il est net. C'est-à-dire, je mets en place tel ou tel algo ou tel projet, j'ai tant de clients, l'impact, il est palpable et le ROI, il est facilement quantifiable. Donc, dans d'autres secteurs ou sur d'autres sujets, d'autres use cases, c'est un peu plus subtil, c'est plus compliqué. Il y a une complexité même dans la définition même du ROI. Et je ne sais pas quel est ton feedback toi là-dessus, mais moi, de ce que j'ai souvent vu, la première complexité d'un projet, ce que tu disais, c'est qu'il faut convaincre les métiers, il faut convaincre les sponsors, il faut les convaincre que ça vaut le coup et que ça va prendre du temps et qu'il y a aussi un temps d'apprentissage, etc., d'exploration et qu'on n'a pas tous les éléments au début et qu'il y a des hypothèses, etc. Ça, c'est vraiment une complexité que j'ai vue, moi. Absolument, et c'est vrai que cette recherche de ROI est pas toujours très directe, très intuitive. Lorsqu'on va parler d'un cas d'usage comme celui de la fraude, le ROI peut être facilement calculable. Le ROI va être lié finalement aux fraudes qu'on a pu éviter. Et là-dessus, on va pouvoir avoir un effort de conviction qui va être moindre vis-à-vis des métiers. Par contre, finalement, quel va être le ROI demain le fait de permettre de pouvoir automatiser mon matching, par exemple, pour des ressources humaines, mon matching entre les annonces et les candidats, quel va être mon réel ROI sur la maintenance prédictive. C'est des choses qui peuvent être calculées, mais c'est pas toujours très simple. Et donc, derrière, l'effort de conviction, il est un peu plus complexe. Et puis, il y a aussi, finalement, tous les mécanismes de réalisation de ces projets data science qui sont finalement qui ont un caractère très exploratoire, qui fait que dans les délais, ça peut être assez complexe de s'avancer finalement sur des délais fermes. On va être sur des chiffrages qui vont être là aussi avec des approches différentes de ce qu'on a connu dans les projets informatiques classiques. Et c'est pourtant à ça que vont se rattacher des métiers, des personnes en plus qui ont eu des expériences avec des projets informatiques classiques et qui vont essayer de rapprocher ça à des projets data science, alors que on a certaines incertitudes qui font qu'on est plus dans une démarche test and learn qui va falloir être en mesure de leur expliquer aussi pour que justement ces freins et ces craintes soient mitigés. Il y a aussi, et ça rejoint peut-être le sujet des cas d'usage, il y a aussi
moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu sur le côté, l'effet boîte noire, des craintes autour du deep learning, cette incapacité d'expliquer les modèles. Ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant à avoir à l'esprit. Par rapport au niveau de maturité en entreprise, aujourd'hui, dans les grands comptes, on a assez peu, pour l'instant, de vrais cas d'usage qui utilisent des techniques de deep learning, justement, pour parfois ces raisons de crainte d'effet boîte noire. Puis après, on peut avoir d'autres raisons qui fait que d'autres techniques sont aussi très efficaces. Mais là-dessus, là, j'en profite par rapport aussi aux personnes qui nous écoutent. Il peut y avoir peut-être là aussi un décalage entre finalement des attentes ou en tout cas une envie d'aller très vite sur des sujets à la pointe sur des implémentations, voilà, typiquement avec du deep learning, qu'on va plus retrouver peut-être dans des startups ou enfin en tout cas les startups sont un bon exemple parce ils vont avoir des produits IA qui vont être au cœur de leur fonctionnalité et qui vont très souvent permettre d'utiliser ces techniques autour du deep learning, mais globalement sur des techniques avancées, plutôt que dans les grands comptes, on va avoir peut-être parfois une approche un peu plus conservatrice et du coup, ces cas qui viendront, mais qui aujourd'hui représentent plutôt une minorité des typologies des cas d'usage. Rapidement sur le deep learning, j'aimerais bien rebondir dessus. Justement, la semaine dernière, on a fait un workshop sur un peu les erreurs à éviter quand on lance, je parlais startup, quand on lance son projet et sa startup. C'est pas, on se rend compte que le deep learning, justement, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. C'est quelque chose qui va poser des problématiques. Alors qu'en réalité, sa mise en production, son implémentation, c'est assez complexe et ça nécessite quand même une bonne compréhension de son sujet. Nous, pour les gens qui lancent leur projet, le premier conseil qu'on donne, c'est que si vous n'avez pas besoin de faire de deep learning, faites pas de deep learning. Ce n'est pas forcément la première solution à laquelle on va penser. Il faut trouver d'autres moyens de répondre à son besoin pour forcément en faisant du deep learning. Évidemment que dans certains sujets, certains use cases, c'est obligatoire et on peut difficilement en passer à côté, mais c'est hyper important de ne pas en voir comme la solution ultime qui va répondre à tous les besoins. Et deuxième sujet, par rapport justement, on parlait de banque, d'assurance, de finance, il peut y avoir une réticence par rapport du coup à la complexité de la chose, mais aussi il y a une contrainte réglementaire, au sens où si on travaille sur des sujets où on doit vraiment interpréter et justifier, auditer nos algorithmes et nos résultats, il faut absolument justement sortir de ce black box ou de ce système-là. Je sais que Maxime, c'est vraiment un gendarme de deep learning. Oui, parce qu'en fait, c'est ça que j'ai beaucoup travaillé sur l'interprétabilité dans les grands groupes. Parce que dans le domaine de l'assurance, et plus précisément de l'actuariat, on fait beaucoup de tarification, que ce soit pour l'assurance vie, l'assurance décès, pour l'assurance automobile. Et évidemment, dans ce genre de contexte, ne pas être capable d'auditer son modèle, c'est extrêmement problématique parce qu'on le sait, les algorithmes de machine learning ou de deep learning, ils peuvent être biaisés si les données le sont. Et le gros problème qu'on peut avoir, c'est d'être biaisé sur la décision que l'on prend si, par exemple, on veut autoriser une personne à souscrire à une assurance vie ou à une assurance crédit. Par exemple, refuser une assurance crédit pour des raisons qui peuvent être discriminantes pour une personne, ça peut avoir de gros problèmes, aussi bien juridiques, réglementaires que même éthiques. Et le problème d'avoir des algorithmes comme le deep learning, c'est qu'on n'est pas capable d'avoir une explication du comportement du modèle. Donc, par exemple, on pourrait très bien avoir une personne où on dit cette personne n'a pas le droit d'avoir ce crédit sans donner la raison. Et là, évidemment, heureusement, c'est pas uniquement à la charge de l'entreprise, c'est vraiment même le régulateur en France qui interdit ça. Mais même si le régulateur n'était pas là, l'entreprise ne l'aurait quand même pas fait et aurait émis des réticences parce que ne pas être capable d'expliquer sa prédiction, en fait, ça revient à faire confiance à l'aveugle. Et on le sait, je pense, ça, on l'a tous vu, les algorithmes de machine learning, ils ne sont pas fiables à 100%. C'est pas des boîtes magiques qui donnent toujours la bonne réponse, il y a toujours des erreurs, et ça, quel que soit le domaine.
Donc justement, tant qu'on ne peut pas auditer le modèle, on ne peut pas prendre de risque d'avoir des erreurs comme ça dans les prédictions qui peuvent impacter en plus des choses assez importantes. Donc, voilà, on l'a vu, un potentiel énorme en data science en entreprise dans les grands groupes, beaucoup d'initiatives qui ont été lancées ces dernières années. Néanmoins, quelques freins qu'on peut constater. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de zoomer sur quelques difficultés qui pouvaient être rencontrées. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'on a plein de solutions à apporter. Et là-dessus, on va voir ensemble comment on peut aller vers des projets data science qui, justement, amèneront toute leur valeur en étant comme je disais, de vrais produits robustes qui vont pouvoir accompagner les métiers dans leur quotidien. Donc, un projet data science, on va dire, j'allais dire aujourd'hui, mais c'est de moins en moins le cas, disons que ces dernières années, un projet data science, ça se faisait comment? On avait une équipe plutôt dans un lab avec des data scientists qui alors avaient souvent une demande de la part d'un métier qui leur exprimait un besoin de manière plus ou moins précise sur un cas d'usage à partir duquel les data scientists s'attachaient évidemment dans un premier temps à le transformer en cas d'usage data science. Donc très concrètement, avec derrière un modèle à développer. Et tous ces développements se faisaient dans des environnements de lab avec des données d'entraînement, pas toujours représentatives de la réalité des données en production. Ces développements se faisaient de manière plutôt artisanale. L'objectif était peut-être plus d'aller vite et d'arriver rapidement à un résultat. Donc, on avait un code qui n'était pas toujours très propre. En plus de cette volonté d'aller vite, on avait aussi des data scientists qui n'étaient pas nécessairement aguerris aux bonnes techniques, aux bonnes pratiques de code, avec donc peu de connaissances vraiment finalement en programmation dans un cadre entre guillemets industriel. Et donc, une fois que ces développements du modèle étaient finalisés, le passage en production concrètement pouvait consister, et donc là c'est ce qui est illustré sur cette slide, le passage en production consistait à déposer un modèle entraîné concrètement déposé par exemple sur un serveur, à partir duquel des équipes de production, donc là des équipes de la DSI, côté production, récupèrent ce modèle, vont potentiellement le packager, en faire une API qui va être ensuite accessible par le reste du SI. Donc on va avoir, si jamais on est dans le cadre d'un modèle qui va prédire une valeur, on va rendre accessible ce modèle par une API, et ensuite le fait d'aller consulter cette API va permettre d'obtenir la prédiction. L'autre cas qui n'est pas directement illustré ici, c'était de finalement livrer tout le code à des équipes, donc tout le code de construction du modèle. Là aussi, il y a des équipes plutôt côté production qui avaient en charge de faire de reprendre le code pour pouvoir le développer en environnement de production. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi reprendre le code avec des personnes différentes? La réalité, c'est que très souvent dans les grands groupes, on a des contraintes dans les environnements de production, des contraintes en termes de sécurité. Si je prends l'exemple concret de Python, on va pas avoir tous les packages qui vont être disponibles parce qu'ils vont pas être tous tamponnés, validés
par des équipes de sécurité. Et du coup, potentiellement, les langages ou les modèles, les bibliothèques qu'on a utilisées en environnement de lab ne seront pas autorisés à être réutilisés en production. Et donc, il va y avoir la nécessité d'avoir cette reprise de code. Donc, là-dessus, là aussi, en termes de délai, ça peut avoir des impacts considérables de devoir tout refaire. Ce qui est aussi intéressant de noter sur cette façon de faire, c'est qu'on avait très peu de mécanismes de test. On avait des tests directement dans les notebooks lors de la création des pipelines de données, mais finalement peu de tests robustes avant la mise en production. On avait une validation du modèle qui se faisait, qui permettait de montrer au métier une certaine performance, mais on en restait là. Et le résultat, c'est qu'on arrive à la fin du projet à avoir un modèle qui a pu passer en production. Donc là, comme je disais, par exemple, avec une API qui va servir une prédiction. Néanmoins, très souvent, ces modèles-là ne sont pas supervisés dans le temps. C'est-à-dire et là, ça va être à la fois d'un point de vue technique, on ne va pas prévoir les mécanismes qui vont permettre de fournir des logs sur la performance des modèles, à la fois d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue métier. C'est-à-dire, est-ce que on a des métiers qui sont capables de vérifier si les prédictions paraissent cohérentes ou pas par rapport à leur connaissance métier. Donc, pas de monitoring du modèle et donc encore moins d'initiatives de réentraînement. Finalement, si je ne sais pas quelle est la performance de mon modèle, je vais peut-être moins être incité à réentraîner mon modèle. Et si jamais il y a une décision qui est prise pour faire ce réentraînement, très souvent, la réalité, c'est que les personnes qui ont travaillé sur le modèle dans le Data Lab sont peut-être plus disponibles. Elles sont peut-être parties travailler sur un autre projet, ou alors elles ont même peut-être quitté l'entreprise. Ce qui fait que les personnes qui vont devoir effectuer ce réentraînement vont devoir quasiment, en tout cas, repartir presque à zéro pour pouvoir refaire cet entraînement. Donc là, on a vu énormément de freins qui font que ça peut avoir des impacts considérables sur ce qu'on appelle donc le time to market, c'est-à-dire le temps avant de pouvoir mettre en production, réellement mettre en service un modèle de machine learning pour qu'il soit utilisé, entre guillemets, dans la vraie vie. Donc, comme je disais, évidemment, heureusement, il y a des axes d'amélioration qui sont aujourd'hui possibles pour pouvoir adresser ce sujet. Et vous en avez sans doute entendu parler, c'est cette approche donc, dite MLOps qui consiste à appliquer les bonnes pratiques du DevOps au projet de machine learning. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la notion, on va dire le concept du DevOps consiste justement à rapprocher les développeurs avec la production pour que chacun puisse prendre en compte les exigences et les contraintes de l'autre. L'idée, c'est vraiment que les développements puissent être faits et testés, en tout cas préparés pour être le plus rapidement possible compatible avec un environnement de production. Donc l'idée, c'est bien de permettre une façon de travailler très rapprochée pour accélérer cette mise en production. Et cette accélération va être aussi accompagnée avec un certain nombre de mécanismes d'automatisation qui vont justement permettre derrière cette accélération. Donc, si je reprends mon exemple d'un modèle, un modèle de prédiction quel qu'il soit, l'approche MLOps va permettre
d'avoir, donc là, le premier point qui visuellement se voit sur cette slide, va permettre d'avoir un pipeline d'entraînement du modèle qui va être identique avec ce qui est en production. Donc là, ce qui est préconisé dans cette approche, qui est, là je le précise, hein, qui est une approche, c'est absolument pas la seule approche possible, mais c'est une approche un petit peu quand même orientée état de l'art. Mais néanmoins, ce qui la caractérise, donc, c'est cette symétrie entre ce pipeline de modélisation en environnement de test, de lab, donc symétrique avec ce qui est en production, une automatisation des différentes étapes de modélisation. Donc là-dessus, on va avoir le recours à des outils d'orchestration. On va avoir un code qui va être réalisé de manière beaucoup plus modulaire. Donc là-dessus, comme je l'évoquais tout à l'heure, on va avoir le recours à des pratiques de programmation qui vont être un peu plus industrielles, où on va bien découper notre code en différents composants qui vont permettre d'avoir cette structure en différentes étapes et qui vont permettre justement ensuite d'avoir un mécanisme d'automatisation pour passer d'une étape à une autre, avec aussi des tests automatiques d'une étape à une autre. On aura bien évidemment toujours des interventions manuelles, notamment sur la validation des modèles. Une fois que ce pipeline est développé, le code va pouvoir être poussé dans des repositories pour ensuite démarrer le mécanisme de ce qu'on appelle continuous integration. Donc, ce mécanisme de CI qui va permettre à la fois de réaliser un certain nombre de tests sur tous mes développements et construire les packages, les artefacts, les packages de mes développements pour que ceux-ci soient directement, et j'ai presque envie de dire entièrement, déployés en production. Donc là aussi, ça peut être une opportunité d'utiliser des techniques de containerisation, c'est-à-dire de pouvoir vraiment packager avec là-dessus tous les ingrédients nécessaires au bon fonctionnement de mon modèle et de mes développements, de pouvoir packager tout ça et de pouvoir livrer ce package de manière complète en environnement de production. Et donc là-dessus, on va avoir ici la livraison du pipeline entier, donc pas uniquement du modèle entraîné. On a tout le pipeline depuis l'extraction jusqu'à l'entraînement, jusqu'à la validation du modèle, qui va être livré donc avec la nouvelle version du modèle. Ensuite, on va pouvoir avoir une automatisation aussi de ce qu'on évoquait tout à l'heure, du déploiement en production du modèle et donc ensuite de son exposition. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que si jamais on décide de faire une nouvelle version du modèle parce qu'il y a eu peut-être il y a eu des nouvelles idées, soit de la part du métier, soit d'un point de vue modélisation en tant que tel, les modifications qui vont être faites dans le lab vont pouvoir beaucoup plus rapidement être déployées en production. Ce qui est aussi intéressant avec ce pipeline automatisé, lui, directement en production, c'est que couplé à un mécanisme de monitoring automatisé, si jamais la dégradation d'un modèle nécessite un réentraînement et que ce réentraînement pourrait finalement ne consister qu'à rafraîchir le modèle avec des données plus récentes, là aussi, c'est quelque chose qui pourrait être automatisé et on pourrait prévoir un rafraîchissement tous les jours de notre modèle avec des données plus récentes. Donc là-dessus, on répond aux contraintes qu'on évoquait tout à l'heure autour de la reproductibilité, puisqu'on a vraiment une symétrie entre ce qu'on a en test et en prod. Et on répond aussi aux contraintes
de time to market, donc de coût et de délai, les deux étant intimement liés, avec tous ces mécanismes d'automatisation qui vont permettre d'accélérer les déploiements en production. Si je commente un petit peu, si je sors un petit peu des aspects très techniques qu'on vient de voir, vous m'avez entendu parler souvent des métiers. J'ai parlé des data scientists dans le lab. J'ai évoqué les équipes de prod, donc, qui concrètement peuvent être des data engineers ou des développeurs ou du DevOps. On voit bien le côté organisationnel aussi qui est vraiment structurant dans ces approches et dans la réussite de ces approches. Ce qui est très important aussi, et là-dessus, on en a parlé un petit peu avant, c'est dès le départ d'avoir une communication très rapprochée avec le métier. Finalement, ce qui va faire le succès surtout d'un modèle, ça va être la bonne compréhension métier. Celle-ci, elle doit être partagée avec les experts métiers qui doivent insuffler cette connaissance. C'est aussi aux data scientists d'être capables d'avoir cette compréhension du métier. Et d'avoir au fil de l'eau aussi, dans une démarche agile itérative, d'avoir au fil de l'eau des présentations au métier sur les modèles qui sont faits. Et comme je disais, d'avoir vraiment une démarche produit, c'est-à-dire qu'on va directement montrer aux clients, au métier, à la fois la performance du modèle et puis peut-être concrètement montrer quel indicateur va être produit. Parce que c'est souvent aussi la difficulté d'un point de vue du métier qui est peut-être moins expert sur ces sujets de data science, c'est de comprendre réellement qu'est-ce qui va être produit, est-ce que c'est un indicateur qui va être généré, est-ce que c'est plusieurs indicateurs, est-ce qu'à la fin je vais avoir un dashboard. Ça aussi, c'est extrêmement important de le voir avec eux dès le départ. Et puis, pour ce qui concerne le travail, entre guillemets, au sens large de data science, on le voit avec ces schémas. Le travail de modélisation est extrêmement important, il est au cœur du réacteur, mais il va nécessiter en plus, de plus en plus, des compétences autour de bonnes pratiques de code, de la programmation, d'avoir une sensibilisation à ces environnements de production, à des contraintes de sécurité, à des mécanismes d'orchestration, à de la gestion de code, à du versionning de code, à de la gestion du cycle de vie de modèles. Donc là-dessus, on n'est plus uniquement finalement dans mon notebook, mon Python et mon modèle. On est sur tout un écosystème de machine learning croisé avec des compétences de programmation et de data engineering qui vont être finalement la réalité des cas d'usage des projets data science de demain et qui, en termes de compétences, vont être de plus en plus recherchés sur le marché par les entreprises. C'est très intéressant et en plus justement pour rebondir là-dessus, il y a ne serait-ce que 2 ans, c'était pas aussi clair que ça l'approche MLOps. En entreprise, on parlait déjà justement de cycle de vie des modèles, mais on n'avait pas encore ce pipeline justement très organisé qui permettait d'automatiser les phases d'expérimentation et de production. Et c'est vrai que on a bien vu en fait que la data science, c'est pas du tout l'affaire que des data scientists en entreprise. Et ce métier, il a même beaucoup évolué. On a plein de profils qui apparaissent. Là, quand on voit ce genre de pipeline, on se rend compte que, comme tu l'as dit, il faut vraiment beaucoup travailler sur l'aspect qui est de plus en plus important, l'aspect du code, l'aspect orchestration, l'aspect production, l'aspect communication. Et ça a vraiment beaucoup évolué, ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ça se ressent dans les demandes de la part des entreprises. C'est qu'on a vraiment de plus en plus de demandes sur le code, sur les pratiques vraiment liées très IT, donc, comme notamment la maîtrise de Git, des outils de versionning, que ce soit pour le modèle ou pour le code, la maîtrise de comment fonctionne le cloud. Ça aussi, c'est une compétence qui est de plus en plus demandée. Quand on doit mettre en production, automatiquement, c'est du serveur soit dans le cloud, soit dans les data centers. Et donc, on a besoin d'avoir ces compétences
en déploiement, en monitoring. C'est assez intéressant de voir comment ça. En fait, le métier de data scientist, il évolue petit à petit majoritairement sur un profil très hybride. Là où il y a 5 ans, c'était peut-être très orienté mathématiques. Aujourd'hui, c'est quand même vraiment très moitié-moitié statistique et programmation informatique. Okay. Complètement. Moi, je me rappelle quand on a commencé, nous, maintenant, il y a presque 3 ans, où on parlait vraiment du cycle de vie d'un projet, l'intervention du data scientist. On parlait déjà de mise en production de cloud computing. On parlait pas encore de mise en production des pipelines, de toute la pipeline. Mais déjà à l'époque, on était les seuls à parler de ça, et c'est là où Samy, quand on a bêta testé, on a parlé, on a échangé dessus. Aujourd'hui, le fait de savoir déployer et travailler sur le cloud, ça devient une évidence pour un data scientist. Maintenant, il faut vraiment aller un cran au-dessus et plus penser que le data scientist, il fait juste un modèle, il déploie, il fait du Python. Il faut vraiment penser, comme dit, beaucoup plus architecture, IT, et penser vraiment toute la pipeline. D'où aussi, tu vois, vraiment, on entend de plus en plus maintenant vraiment parler du métier de ML Engineer. Et c'est quelque chose, tu vois, qui commence vraiment à rester dans la tête des personnes, en tout cas, qui veulent soit s'y mettre, soit qui sont déjà dans la data et qui savent qu'ils ont un petit gap de compétences à acquérir. Et effectivement, pour en revenir un peu à cet aspect état des lieux, moi, je peux parfois être encore surpris de voir chez certains de nos clients avec qui on accompagne, on se rend compte que on a des modèles qui aujourd'hui sont… alors, on pense qu'ils ont été industrialisés, mais finalement, ils ont plutôt été développés dans des environnements de test. Ensuite, il y a eu un petit portail web qui a permis d'afficher les résultats d'une prédiction. Et puis tout ça, finalement, est utilisé peut-être de manière ponctuelle par quelques métiers. Et en réalité, le projet derrière, le modèle, peut avoir des impacts vraiment concrets, pourtant, sur le métier. Et le fait de ne pas aller jusqu'au bout de cette industrialisation, de cette mise en production, fait qu'on n'en tire pas toute la valeur. Et très concrètement, peut-être que plutôt que de développer une petite page web qui va permettre avec une API Flask d'aller récupérer les résultats d'un modèle, de faire ça dans un coin, peut-être que si on était allé jusqu'au bout en mettant en production le modèle et en le rendant accessible aux outils qui existent déjà, et vraiment là de l'entrer concrètement et complètement dans les systèmes d'information, dans les outils existants, c'est là-dessus qu'on va pouvoir en maximiser toute la valeur, et que même en termes de, je dirais derrière, même en termes de gestion du changement, d'acculturation des métiers par rapport à ces usages du machine learning, on pourra aller dans un cran plus loin. On pourra vraiment complètement intégrer ces usages à leur quotidien, plutôt que d'avoir des projets à part à qui on n'a pas donné tous les moyens et qui font que, là encore, on va être sur un a priori en termes de freins et de complexité. Moi, je voulais avoir ton avis du coup, par rapport à ça et les compétences associées. Moi, je veux ton avis dessus et ça va répondre à pas mal de questions que je vois sur l'onglet. Moi, face à on va dire, cette complexité de toutes les pipelines, toutes les connaissances, les compétences, les outils, ok, par quoi je commence, quel sujet j'aborde, quelles sont les compétences que je vais avoir, est-ce que je dois maîtriser toute la pipeline, une partie, si je suis peut-être novice, qu'est-ce que je fais? Je commence par faire du machine learning, est-ce que je suis sur l'analytique? Comment tu vois les choses là-dessus? Ça va dépendre de la formation initiale. Pour répondre à la question par rapport à ce que, plutôt par un constat, c'est que moi je pense qu'aujourd'hui les
les formations récentes au niveau des écoles ont pu permettre vraiment de mettre l'accent sur les aspects, sur les approches mathématiques liées à la data science, avec des outils que sont les langages de programmation. Néanmoins, tout ce qui va être lié aux bonnes pratiques de développement, comme j'évoquais tout à l'heure, a été un peu mis de côté. Donc, je pense que l'un des premiers, pour donner par exemple quelque chose de très concret, moi je me rends compte que sur des profils juniors notamment, ou alors des personnes qui viennent de s'intéresser à ce sujet ou qui ont eu un premier niveau de formation, très peu de connaissances de Git, par exemple. Donc là-dessus, on sent que les aspects finalement gestion du code, versionning, tout ça n'est pas tellement maîtrisé, alors que voilà, je dirais que c'est l'une des premières marches vers les bonnes pratiques industrielles. Ensuite, ça peut être intéressant de s'intéresser aussi aux disciplines de data engineering et de regarder là d'autres langages comme le Spark ou le Java qui vont là aussi, même naturellement, nous amener à appréhender les sujets de manière différente avec d'autres compétences. S'intéresser à tout l'environnement DevOps. Tout à l'heure, je parlais de containerisation. J'ai aussi parlé de mécanismes, de mécanismes de test, d'orchestration. Je pense que c'est là aussi s'intéresser à ces outils, commencer à en avoir une première utilisation. C'est quelque chose qui va permettre de muscler petit à petit tout son écosystème autour de la data. L'idée, c'est évidemment pas d'être un mouton à 5 pattes. Et ça, je pense qu'on le voit parfois dans certaines annonces des fiches de poste où on a des dizaines et des dizaines de langages et de technologies qui sont demandés. Mais néanmoins, d'avoir une cohérence sur des compétences sur le cœur de la modélisation en tant que telle, donc autour de la programmation Python et de la compréhension des modèles. Ensuite, sur la gestion des pipelines de données, pouvoir maîtriser la transformation des données, pouvoir maîtriser des aspects de stockage de données, des aspects d'exposition de données et de comprendre toute une chaîne DevOps, c'est quelque chose qui me paraît indispensable par rapport aux demandes actuelles. Complètement. Encore une fois, moi, je suis très aligné avec toi là-dessus. Ou comme il dit, ça, c'est un truc qu'on n'a pas changé depuis le premier jour. Notre format, nous, de formation sur le parcours data scientist, il a évolué au fil de l'eau. Mais il y a un truc qu'on n'a pas changé, c'est que on a vraiment essayé de mettre la formation en parcourant tout un projet jusqu'au déploiement. On fait aussi l'introduction au data engineering pour qu'ils comprennent vraiment les problématiques de pipeline de données, de stockage de données, faire un code Spark. C'est intéressant parce que, encore une fois, ça c'est vraiment une des plus grosses erreurs de beaucoup de personnes qui débutent, c'est que un data scientist, c'est pas uniquement du machine learning, c'est pas uniquement du Python. C'est clairement pas suffisant aujourd'hui. Il faut plus. Après, encore une fois, là aussi où je te rejoins, il y a beaucoup d'annonces de moutons à 5 pattes. Il faut trouver un juste milieu entre les deux et une cohérence dans ce que tu veux apporter et tes connaissances et surtout ton background, ton profil. Donc, est-ce que tu sors, si tu es par exemple étudiant, est-ce que tu sors d'un background plus maths appliqué, tu sors plus d'un background d'IT? Et ça, il faut savoir aussi jouer avec ça. Pareil, si c'est plus une reconversion ou plutôt une évolution, est-ce que j'ai plus un background DevOps, j'ai plus un background de statisticien? Et ça aussi, je pense, ça doit jouer dans la manière avec laquelle on veut s'orienter. Et moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que, comme on a vu, il y a beaucoup de choses dans la data, il y a beaucoup de compétences, beaucoup de sujets. Et les gens ils sont un peu perdus entre tout ça. C'est que qu'est-ce que je dois maîtriser, qu'est-ce que je ne dois pas maîtriser. On me demande plein de choses, mais au final, qu'est-ce que je vais faire? Et ça, c'est un peu la complexité d'une personne qui veut se former ou qui veut évoluer dans le data. Et nous, on a pris le pari de vraiment, déjà dans la formation, prendre le pari d'un projet. Comme ça, c'est clair, c'est cadré, on sait ce qu'on a à faire, on est opérationnel, on sait ce qu'on a dans nos entreprises. Et en parallèle, on fait du coaching. Mais après, quand je vois vraiment tout ce qui existe, je me dis que c'est compliqué quand même
de trouver ce qui correspond à ce qu'on veut faire et qui va maximiser aussi nos chances d'obtenir le job qu'on veut. Mais je pense que pour moi, l'approche par projet est vraiment la bonne parce que c'est finalement là-dessus qu'on se met en conditions réelles et qu'on va se poser la question. Il y aura vraiment ce côté de bout en bout qu'on n'aura pas si jamais on fait les choses, on essaye d'acquérir des compétences de manière morcelée. Ça va être plus difficile parce qu'il va falloir toujours naviguer et essayer soi-même de trouver quelle nouvelle brique je dois ajouter. Alors que quelque part, le projet va permettre d'avoir un fil conducteur. Et alors après, l'enjeu, c'est de trouver le projet complet, mais là-dessus, je pense que c'est pas nécessairement un vrai sujet. Avec un bon projet, ça permet d'avoir cette couverture de bout en bout. Et ensuite, effectivement, je pense que comme tu disais, c'est de trouver le bon dosage entre des sujets où il va nécessiter sans doute une expertise et d'autres où on sera peut-être plus sur un niveau de sensibilisation avancé, mais pas nécessairement en mettant le curseur à fond sur l'expertise. L'autre sujet aussi que je vois, vu que il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'annonces, des postes, où à quelqu'un nous, on n'est pas vraiment d'accord, il y a plein de choses qui sont demandées où vraiment on n'est pas d'accord. Et du coup, la première erreur que la plupart des personnes peuvent faire, c'est ils essaient de tout apprendre, tout faire. Et que je vais tout faire, mais ça, ça prend un temps monstrueux. Et le temps que tu auras appris toutes ces technologies et techniques, tout ce qu'on peut voir, on sera déjà passé à autre chose dans le domaine. Comme on a dit, il y a 3 ans aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de choses qui ont évolué. Et dans 3 ans, ça sera encore le cas. Donc, l'objectif, c'est pour ça que je suis aussi ce format projet, c'est directement d'aller se confronter à la réalité. Ne pas prendre des mois à essayer de tout maîtriser, le deep learning, le non supervisé, un peu tout, et après se dire, bon, est-ce que je peux faire un projet maintenant, je me sens prêt. Non, il faut vraiment y aller dès le début et apprendre, comme on a dit, sur le tas. Parce que là, je vais être un peu peut-être dur avec pas mal de concurrents, mais l'approche de je fais 3 mois de bootcamp, je fais 2 mois de théorie à fond, et un mois, je fais 4-5 projets en parallèle, et je me dis, ouais, j'ai un portefeuille de projets, moi, je ne crois pas trop, la vérité. Sur des données, est-ce que c'est vraiment ce qui attend de l'entreprise ou pas? C'est un peu. Je ne pense pas que ce soit la bonne approche pour rendre des personnes opérationnelles. Que ce soit en entretien ou même après, si je suis embauché, j'arrive, je sais de quoi je parle et je sais ce que je ne sais pas aussi. Ce n'est pas très grave parce que je ne sais pas, je peux l'apprendre assez facilement vu que j'ai déjà une bonne base là-dessus. Il faut aussi être à l'aise avec ça. Parce que on a beaucoup de personnes qui sont juniors ou qui ont 1 ou 2 ans d'expérience et qui sont un peu limite désolés de ne pas être experts. Je me dis, mais c'est normal, c'était junior ou. On me demande à un junior d'être junior, on me demande d'être un expert. Mais c'est toujours une question de est-ce qu'on se sent opérationnel ou pas? Et est-ce qu'on est capable du coup d'apprendre et d'aller plus loin que ce qu'on sait déjà? Absolument. Et de toute façon, ce côté commencer par quelque chose, c'est quelque chose. Ça reviendra en fait au cours de la carrière. Il y a des nouvelles technos qui vont sortir, des nouvelles méthodes qui vont sortir, et il faudra aussi monter en compétence dessus. Donc, quelque part, la montée en compétence, elle est perpétuelle. Mais effectivement, je pense que l'enjeu, et là-dessus, je suis complètement en phase, sur des sujets comme ça aussi vastes, c'est vraiment ce premier pied à l'étrier. Et là-dessus, je pense que c'est effectivement beaucoup plus simple de se faire accompagner plutôt que d'essayer d'aller chercher soi-même. En tout cas, en termes d'efficacité, ça peut être quelque chose qui change du tout. Et puis, du coup, toi, quel est ton ressenti par rapport au marché tout ce qui est sur les métiers? Donc, de manière concrète, tu vois, les métiers, après, on n'a pas un milliard. Aujourd'hui, on a les ML engineer, on a le data engineer, on a le data scientist, éventuellement DevOps. Quel est ton ressenti par rapport au marché de tous ces métiers-là? Déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est que le marché se cherche en fait depuis quelques années, parce que finalement, on a eu une vague où justement on a essayé de créer on a essayé de resiloter les différentes expertises en distinguant et presque en opposant le data scientist et le data engineer. Finalement, là, on se rend compte que chacun doit faire un peu plus un pas vers l'autre, même si les 2 métiers continuent d'exister. Donc, je pense qu'ils se cherchent un peu.
Après, la compétence donc de croisement, et ça, on emploie souvent le terme de ML Engineer, est en train de plus en plus se structurer. Elle peut avoir ce nom-là ou d'autres, mais par rapport aux compétences qui sont demandées, on est vraiment là-dessus, sur la croisée du ML et du data engineering. Après, il y a aussi peut-être d'autres compétences qui vont petit à petit émerger, peut-être des profils, je pense des profils data analysts qui vont avoir de fortes compétences métiers et qui vont dépasser, entre guillemets, la caricature du data analyst qui ne fait uniquement de la data vise, mais qui va justement aussi utiliser certains outils de la data science. Donc peut-être que, par exemple, quand on regarde les sujets de marketing, peut-être que des segmentations, des choses comme ça, pourront être faites en débordement de compétences autour de la data analyse. Donc là aussi, je pense que c'est au niveau des différentes bornes entre le métier et vraiment la tech pure, il y a des évolutions aussi qui commencent à apparaître. On a aussi, par exemple, sur un autre sujet, des personnes qui travaillent vraiment sur la prod, donc qui sont des spécialistes de l'IT, de la production, et qui vont utiliser aussi davantage la data, voire même la data science, pour mieux maîtriser leur infrastructure en utilisant les logs des équipements, des machines. Et ça aussi, ça devient presque petit à petit une discipline à part entière. On appelle ça, moi j'ai vu passer les termes data for ops, et c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Donc c'est vrai, voilà, ça se restructure, c'est assez mouvant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment ce besoin d'hybridation des compétences pour avoir souvent plusieurs cordes à son arc. Carrément, je suis pas d'accord. Un point rapidement sur le Covid. Quelle est ta perception du marché là après le Covid? Comment tu vois l'avenir pour toute la partie data? Sur le Covid, alors ça dépend comment on prend la question. Effectivement, si on prend la question on va dire d'un point de vue purement situation actuelle, comment ça a pu impacter, y compris la recherche d'emploi. C'est vrai que ça concerne la data science et tous les autres métiers. Il y a dans les entreprises des coupes dans les budgets, donc peut-être un petit peu moins d'opportunités. Peut-être que les personnes qui nous suivent là constatent aussi que ça peut être un peu plus compliqué. Néanmoins, donc là, je pense que c'est quelque chose qui est assez ponctuel, qui est une vision très court-termiste. Je pense qu'il y a de très très belles opportunités que vont amener finalement cette situation, ce Covid, parce que en fait, souvent les chiffres qu'on dit, c'est on a gagné 2 ou 3 ans de digitalisation grâce au Covid, avec le travail à distance, l'explosion encore plus du commerce en ligne, et finalement toutes ces nouvelles capacités digitalisées en ligne vont faire qu'on va avoir de plus en plus de produits qui vont intégrer des fonctionnalités d'IA et qui vont d'ailleurs accélérer, je pense, la demande en termes de compétences et d'expertise sur ces sujets. L'exemple du commerce en ligne est celui qui vient naturellement, qui existait déjà, et pour autant qui est encore en train de croître de manière assez spectaculaire. Et là encore, je pense, les usages qu'on évoquait, et sans doute peut-être d'autres usages qui vont arriver, vont créer de plus en plus d'opportunités. Complètement. De toute façon, pour moi c'est évident, c'est trivial. On ne peut pas, là, aujourd'hui, avec ce qui se passe avec le Covid, et vers quoi on va tendre, on va forcément tendre vers une société plus digitalisée. C'est déjà le cas aujourd'hui. Là, nous, il y a 2 ans, on faisait des conférences en présentiel. Là, on fait uniquement des conférences en ligne. On tend forcément vers société plus digitalisée. Les clients, les employés, les personnes acceptent plus la partie digitale. Donc, on va tendre de manière plus générale vers une transition digitale
une accélération de la transition digitale. Et là-dedans, la data va vraiment venir s'imbriquer comme un vrai accélérateur dans l'efficacité opérationnelle et dans tous les use cases qu'on aurait pu voir. Donc là, pour le coup, pour rester sur l'avenir, il est évident que la data, j'ai envie de dire, on va avoir, comme tu as dit, des belles opportunités à l'avenir. Moi, j'ai une conviction profonde là-dessus. On ne peut pas passer à côté de ça. On le voit même dans les projections, dans les entreprises qu'on voit, qu'on forme, où il y a vraiment des projections de mise en place de gros projets data, parce que tout simplement, ça va vraiment augmenter l'efficacité opérationnelle en interne. Et c'est quelque chose dont les entreprises aujourd'hui vont en avoir besoin plus que jamais. Donc c'est un vrai. Moi, je vois vraiment comme une opportunité sur la question data. Absolument. Ok, mais je crois que déjà on a même dépassé. On va prendre juste deux, trois questions même si j'essaie aussi de poser des questions un peu qui sont en phase avec ce que les personnes ont posé. J'ai juste une remarque, pas une question, sur Ahmed qui avait conseillé de prendre 5 fichiers CSV et voilà, de faire des manipulations. C'est un projet d'une durée de 2 jours. Ça, c'est un très bon on va dire, projet pour apprendre. Mais en aucun cas, ça va impressionner des recruteurs ou entreprises. Dans le sens où c'est très bien vraiment pour se prendre la main, faire les premiers projets, ça c'est intéressant. Ça c'est typiquement le genre de projet qu'il ne faut pas valoriser en entretien ou sur un CV. Parce que c'est la base de la base et que quelqu'un doit connaître. Il faut vraiment aller au-delà de toutes ces applications et comprendre clairement quelles sont les choses qu'on peut valoriser au mieux au sein des entreprises. Donc là, on a essayé de faire un petit état des lieux, mais n'hésitez pas aussi à vous renseigner, à demander l'avis des experts, à monter à droite à gauche et faire des meet-ups pour vraiment comprendre ce qui est le plus attendu au sein des entreprises. Je pense que une question de Cédric sur la partie data analyst, Samy, tu as répondu, je pense, tu as répondu. Je ne sais pas si tu as de… Oui, donc effectivement, on en a parlé. On en a parlé dans le sens dans l'évolution du métier. Après, effectivement, là où je peux dire 2 mots, c'est que les besoins en data analyst sont très forts en entreprise. Le data analyst va permettre de coupler cette approche data, donc être capable de manipuler la donnée et de la faire parler, avec une expertise métier assez forte. Là-dessus, c'est souvent ce qui va consister, d'ailleurs, qui va constituer les plus grands besoins plus immédiats, par opposition parfois à certains cas d'usage, pas tous, mais certains cas d'usage data science qui peuvent être un peu plus exploratoires. Là, il peut y avoir effectivement des gains assez immédiats par rapport à des analyses de type data analyst. Et donc, beaucoup d'opportunités et encore un bel avenir pour les data analysts. Carrément, data analyst, moi je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup d'opportunités là-dessus. Moi, un truc sur le data analyst, c'est que c'est un métier qui peut être tellement large qu'il faut vraiment se pencher sur la définition même du data analyst. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est assez compliqué de répondre à la question parce que ça peut englober énormément de choses. Moi-même, j'ai recruté dans mon ancienne vie de consultants beaucoup de data analysts et ils faisaient des travaux différents. On rencontre maintenant pas mal si j'ai un conseil à donner aux juniors, des personnes qui postulent pour des postes d'analyste, mais au final, ce n'est pas du tout ce qu'ils attendaient parce que data analyst, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment être un peu plus spécifique quand on lit une annonce ou quand on veut s'orienter vers un data analyst pour voir qu'est-ce que concrètement je vais pouvoir faire et à quelle problématique je réponds et quelle est ma place en fait dans une team data ou pas d'ailleurs. Ça peut être un peu, comme je l'ai dit, c'est assez large data analyst. Donc, il faut être toujours il faut aller essayer de chercher l'information et d'être plus spécifique que ça. Sur les questions, donc data analyst, on a répondu. Inès, sur la question de comment compter la réalité projet, on a répondu. Il faut vraiment. Moi, les conseils que je donne tout le temps, c'est il faut vraiment essayer d'aller. Aller vraiment, tu peux contacter des entreprises, des startups, des personnes avec lesquelles tu vas travailler, avec lesquelles tu vas mettre en place des choses. Pas forcément de s'y consacrer à plein temps, c'est une activité en parallèle, mais tu peux toujours trouver vraiment des vrais use cases à résoudre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très valorisé en entreprise. C'est vraiment l'approche par le projet. Plus votre portefeuille de projets, encore une fois, je parle de vrais projets, est important,
plus vous avez de chances d'atteindre votre objectif. Le Covid, on a répondu. Ah, ça, c'est une bonne question de Arnaud. C'est, y a-t-il une typologie des entreprises qui intègrent une équipe data science versus l'utilisation des spécialistes externes? En gros, comment ça se passe, le recrutement à l'interne versus des prestations? C'est une bonne question. Souvent, ça va se faire soit pour des… Enfin, je dirais que la cohabitation entre les internes et l'externe, ça peut être soit pour des raisons capacitaires, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'entreprises qui ont des équipes de data scientists assez resserrées et qui vont du coup pas toujours être en capacité de délivrer le nombre de cas d'usage qui arrivent. Et donc là-dessus, on va confier certains projets à l'externe. Soit ça peut être pour des raisons d'expertise, justement, où là, potentiellement, je ne sais pas, imaginons qu'on a des data scientists très pointus sur certains sujets de forecast et que demain, il y a un sujet de computer vision qui arrive. Peut-être que là-dessus, il va y avoir un besoin d'expertise différent. Donc, je dirais pas de mécanisme particulier. On peut soit confier le projet directement, soit mixer les équipes en fonction des sujets et des compétences demandées. Tu es en mute. Pardon. Question de Mélissa, du coup, quels sont les principaux outils qu'un data scientist doit le plus maîtriser, sachant que toutes les entreprises n'utilisent pas les mêmes? Ouais, là-dessus, c'est vrai que c'est une question qui n'est pas très simple. Ça dépend de… Déjà, je pense qu'il faut essayer de choisir ses combats. Parce que déjà, dans les outils qu'on doit maîtriser, il y a aussi peut-être ceux qu'on a envie de maîtriser. Donc, il y a à la fois les outils, donc comme je disais, dans les différents domaines de compétences, autour plutôt de la modélisation, du DevOps, de la programmation, du data engineering. Donc là-dessus, il va y avoir il faut être capable de manière cohérente de s'armer sur ces différentes compétences et ensuite, toujours de manière cohérente, d'avoir des connaissances sur les outils. Moi, peut-être l'une des recommandations que je pourrais faire, c'est que sur les cloud providers, l'intérêt qu'on peut avoir, c'est qu'il y a un écosystème qui est assez intégré et complet et qui peut permettre de manière très, très intuitive de, entre guillemets, cocher plusieurs cases. Après, c'est un petit peu, c'est l'avantage et les inconvénients un petit peu, ça a des avantages de ces avantages, c'est-à-dire que si on choisit une plateforme, un cloud provider, du coup, peut-être qu'on va indirectement devenir spécialiste là-dessus. C'est pour ça que ça rejoint le côté, il faut aussi voir qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et peut-être qu'à l'inverse, si on est plutôt sur des technologies de développement hors cloud, il faut là se constituer soi-même sa pile de techno qu'on a envie de maîtriser. Mais je dirais que c'est la cohérence de bout en bout qu'il faut essayer de couvrir. Il y a un moment pour compléter la réponse de Samy, et je pense que c'est pour ça que j'insiste sur la partie de projet. Je ne sais pas ce que tu appelles vraiment outil, Mélissa, mais en tout cas, l'outillage, c'est juste c'est pas une finalité en soi. Dans le sens où si tu fais des projets, au fur et à mesure que tu vas faire des projets ou tu vas faire des formations ou peu importe, tu vas te rendre compte que tu as un tel ou tel besoin et du coup, tu vas aller chercher les outils qui vont répondre à ton besoin-là. Et c'est là où tu vas vraiment avoir ta force de proposition et c'est là où aussi tu vas un peu inculquer ta force d'apprentissage. Où tu ne vas pas te dire, OK, on parlait de cloud provider, je vais devenir un as de AWS et puis je vais faire ça et puis je vais me focaliser dessus. Non, tu vas commencer à vouloir déployer, faire des choses, travailler sur le cloud et petit à petit, tu vas voir la limite de l'un et de l'autre et tu vas comprendre un peu cet écosystème. Donc tout ça pour dire que
l'outillage, je ne veux pas que ce soit une finalité en soi, mais il faut que ce soit vraiment dans le cadre d'une réponse à un besoin particulier. Après, on va dire les gros outils qui sont nécessaires, indispensables, c'est évidemment, il faut maîtriser Python, il faut comme dit Samy, savoir travailler sur des cloud providers. Donc, après, c'est AWS, soit GCP, soit Azure, soit vraiment les gros, il faut savoir, pas tous, mais au moins un. Et je pense que le passage de l'un à l'autre, pas aussi complexe que ça, même si ça nécessite quand même une prise en main. Et après, tout ce que data engineering, faire un peu de Spark, un peu de Kafka. Essayer vraiment d'aller s'intéresser plus, on va dire, aux patterns qu'aux outils en particulier. Ok. Je prends la dernière question du coup de Mohamed Silla. Du coup, le poste de data scientist est-il en fonction de l'entreprise dans laquelle on travaille? Existe-t-il des entreprises où on demande aux data scientists de juste créer des modèles de machine learning et dans d'autres de maîtriser aussi le ML engineering? Quel est ton avis là-dessus, Samy? Je dirais que ça dépend pas mal du niveau de maturité des entreprises. Et moi, ma recommandation, je vais répondre un petit peu via une recommandation, c'est vraiment de ne pas se limiter à la modélisation. Parce qu'en fait, mon point de vue, c'est que si une entreprise recherche un data scientist uniquement pour modéliser, c'est peut-être qu'il n'a pas encore, cette entreprise n'a peut-être pas encore adressé tous les enjeux qu'il va y avoir derrière. Et du coup, il y aura dans tous les cas cette compétence, cette montée en compétence qui va être nécessaire. Donc, ça peut exister, mais ma recommandation serait plutôt de quand même compléter ces compétences sur les autres aspects. Parce que sinon, pour compléter, c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on a vu sur les usages, les tendances, à mon sens, j'ai presque envie de dire que ça n'a plus vraiment d'intérêt pour une entreprise de recruter un data scientist qui ne va uniquement faire que de la modélisation. Donc je pense qu'il y en a je dirais qu'il y en a même de mon point de vue, il y en a de moins en moins. Moi, je vais donner mon point de vue là-dessus. Et d'ailleurs, mon point de vue, vous pouvez le voir directement sur notre point de vue sur notre site directement. C'est un peu ce nous, on estime les étapes à franchir. Quand on commence, évidemment, l'objectif, c'est pas de tout maîtriser. Ça aussi, c'est une des erreurs, c'est les personnes qui veulent tout maîtriser. Quand on commence, il faut faire un premier projet, avoir un premier socle pour pouvoir évoluer ensuite. Donc, le premier socle à avoir, c'est vraiment de faire un projet data science de A à Z. Donc, comment collecter de la donnée, comment explorer, comment mettre en place des modèles, comment déployer les modèles qu'on est en train de faire. Et avoir aussi, comme disait Samy depuis le début, avoir aussi l'introduction au data engineering. Donc, commencer vraiment à comprendre les pipelines de données, utiliser au moins Spark, voir un peu quelles sont les problématiques de data engineering. Ça, c'est un peu le premier on va dire, socle qui va vous permettre vraiment d'avoir des bons outils et d'avoir un bon bagage pour affronter le marché déjà. Évidemment, ça peut ne pas être suffisant si vous voulez vraiment évoluer et avancer vraiment dans les métiers. Donc, vous pouvez aussi vraiment être très focus data engineering. Donc, là, pour le coup, vraiment aller très loin dans les pipelines de données, faire du data streaming, comprendre les problématiques de data lake, data warehouse, vraiment aller soit se spécialiser, soit compléter son profil de data scientist avec un profil de data engineer. Ça, c'est très recommandé dans les entreprises. C'est très demandé. Et après, le niveau, on va dire, pas au-dessus, mais après, l'évolution derrière, aujourd'hui, en tout cas, c'est l'évolution ultime, c'est le ML Engineer, où là, vous allez, ce qu'on a montré, vous allez vraiment avoir une approche transversale, vous allez vraiment une approche complète de comment on peut produire un projet. Donc, on va vraiment avoir une efficacité et un impact opérationnel qui est très important aux entreprises. D'où la nécessité, d'où l'importance aujourd'hui et le nombre d'entreprises qui commencent de plus en plus à demander des ML Engineers. Donc ça, c'est un peu nous, ce qu'on recommande, et c'est pour ça qu'on propose, donc aujourd'hui, vous pouvez voir sur le site, donc le parcours data scientist, le parcours data engineer, et là, je fais une annonce comme ça en avant-première. La semaine prochaine, on va annoncer les inscriptions pour la formation ML Engineer, qui est réservée aux personnes qui ont déjà au moins un certain background en machine learning et un minimum en IT, qui va vous permettre vraiment de devenir vraiment opérationnel, de manière opérationnelle sur toute la chaîne de production.
Et ça, c'est vraiment quelque chose, comme j'ai dit, aujourd'hui, qui est très demandé de la part des entreprises. Et vraiment, comme j'ai dit, il faut vraiment y aller pas par pas, et pas s'éparpiller et s'étaler sur tout ce qui peut exister. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Là, vous avez été nombreux aujourd'hui à nous suivre. C'est super, merci. Encore une fois, merci à Samy pour ton intervention. C'était encore une fois très instructif, très qualitatif et c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Plaisir. Pour les autres, bon courage, bonne chance. Il y a plein de belles opportunités qui vous attendent. Ne vous découragez pas, vraiment. Encore une fois, moi, c'est un truc que peut-être j'ai pas dit, que j'ai envie de dire, que je vois souvent. Ne croyez pas que parce que vous avez un diplôme ou un certificat ou quelque chose, que toutes les portes s'ouvrent à vous. Mais aujourd'hui, non plus dans cette dynamique-là. Il faut vraiment essayer, postuler à droite à gauche, faire des meet-ups, rencontrer des personnes, demander l'avis de personnes, faire du coaching, vraiment faire plein de choses qui vont vraiment optimiser vos chances. Donc, il faut vraiment être très curieux. Et ensuite, toutes les opportunités, elles sont là et il faut aller les chercher. Quand même. Et puis pour le reste, nous, on continue toujours à offrir du contenu gratuit. La semaine prochaine, on aura un autre workshop sur les bases de SQL. Toutes les semaines, on va avoir des workshops, soit on va avoir un invité qui va donner son expertise, partager son expertise et son point de vue, soit nous, vous donner des outils opérationnels pour pouvoir vous former et monter en compétences. Voilà. Merci à tous et puis à bientôt. Salut, merci Samy. Merci à tous. Bon après-midi, à bientôt. Bon week-end.